Aujourd'hui, on va parler de santé féminine. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait dans le balado Le vrai du faux, mais cette fois-ci, on en discute avec un urologue. C'est le fun d'avoir un point de vue différent. Et ça avait tellement fait jaser la dernière fois, tout comme la santé sexuelle des hommes, que je suis très heureuse que ce balado soit une présentation des cliniques Marois, où on est des spécialistes pour démystifier le vrai du faux. Incontinence, préménopause, santé sexuelle des femmes, ça fait toujours jaser. Docteur Ouellette, bonjour. Bien enchanté, bonjour. Paul, très heureuse de te recevoir aujourd'hui. On a eu la chance de discuter de la santé féminine avant de faire le balado et il y a plein de sujets j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui où on va démystifier vraiment plusieurs aspects. Juste te dire que la première fois on a fait un balado sur la santé féminine, ça avait fait beaucoup jaser. Comme quoi, il y a encore beaucoup de tabous. Est-ce que je me trompe? Pas du tout, puis c'est un sujet qui est compliqué. En fait, c'est vraiment le couple qui est compliqué. OK. L'homme est de Mars, la femme est de Vénus, c'est vraiment vrai. C'est deux affaires différentes. C'est de l'échange, la communication. Dès qu'il y a de la communication entre deux personnes, là, tout devient un peu compliqué. Il y a des sous-entendus, on n'ose pas dire, on n'ose pas penser, on n'ose pas être trop directif. C'est ça, je pense, qui rend ça compliqué. Qu'est-ce qui pousse la femme à aller consulter, voir un urologue? Parce que souvent, on va penser à notre médecin de famille, à un gynécologue, entre autres, mais je trouve que le métier d'urologue est peut-être moins connu. On en parle moins, je trouve. L'urologie, c'est une discipline chirurgicale où on fait tout ce qui est l'appareil génito-urinaire, autant chez l'homme que chez la femme. Donc, on part des reins, uretères, vessie. Tout ce qui a un dysfonctionnement là-dedans, ça peut être homme ou femme, on va les voir. On rajoute la fonction sexuelle chez l'homme. Puis là, c'est là où il y a une espèce de trou au niveau de la fonction sexuelle chez la femme qui est pas tout à fait là, dans le champ là, parfait de la gynécologie, puis pas tout à fait parfait dans le champ de l'urologie. Un peu comme l'incontinence qui va se recouper dans les deux spécialités aussi. Et c'est par la bande qu'on va ramasser des femmes qui vont venir nous voir, oui, pour les infections urinaires, oui, pour des brûlements, oui, pour des inconforts lors des activités sexuelles, des choses comme ça. On va aborder plein de sujets plus spécifiquement, mais j'aimerais savoir, c'est quoi les principaux troubles, j'ai envie de dire, urologiques féminins que vous rencontrez quand les femmes vont vous voir? Nous autres, c'est vraiment ce qui a rapport à l'incontinence urinaire, ce qui a rapport au fonctionnement de la vessie, c'est vraiment ce qui a rapport aussi au niveau de la... En fait, il faut faire une distinction entre l'urologie privée et l'urologie Oui. publique. OK. Parce que l'urologie au privé, on va avoir le temps de s'attarder au dysfonctionnement sexuel, alors que quand j'étais dans l'urologie au public, on en faisait moins. Mhm. Pas on n'en faisait pas, mais on en faisait moins, fait qu'on avait moins de facilité, moins d'expertise. Puis nous autres, dans le privé, on a le temps de investiguer, proposer des traitements. Puis on a aussi la chance d'offrir des traitements alternatifs qui, malheureusement, sont pas offerts dans le public. Bon, parlons des problèmes, justement, de la vessie et tout ça, les problèmes urinaires, finalement. J'ai été surprise d'apprendre qu'il y a 5 types de problèmes urinaires. Il me semble que quand on a un problème urinaire, on va les démystifier. Quels sont les problèmes? En fait, il y en a plusieurs types. Il n'y a pas juste 5. Ça serait restrictif. Ah, quand même. Mais autant il y a de structures impliquées dans le mécanisme de la continence, autant ces structures-là peuvent être affectées par un mécanisme quelconque. Ça peut être un mécanisme inflammatoire, métabolique, infectieux, des choses comme ça. Peut même être traumatique. Puis quand on applique ça à chacune des structures responsables de la continence, on a un pattern d'incontinence qui est différent. On a la vessie qui est le réservoir, on a le conduit par où l'urine sort, on a tout ça qui est supporté dans du tissu. Fait que c'est facile de s'imaginer que la vessie, le réservoir, peut être trop compliant ou pas assez. Il permet à l'urine de s'accumuler ou de sortir trop vite. Ça, c'est un mécanisme que on va décrire de l'hyperactivité vésicale ou de l'incontinence d'urgence. Le support de la vessie qui peut changer à cause d'une grossesse, à cause d'une hystérectomie, des chirurgies qu'on a eues, et puis que là, le support n'est plus là, fait que ça va être plus facile d'avoir de l'incontinence. L'analogie que je fais à mes madames, c'est comme une hausse de gazon. Elle traîne sur le parterre, tu écrases dessus. Si c'est de l'asphalte en dessous, elle est bien supportée, la hausse va s'écraser. Si malheureusement elle est dans la pelouse, la hausse va s'écraser dans la pelouse, tu n'arrêteras pas la hausse. OK, quand même. Fait que si les structures qui supportent la vessie en place sont pas aussi efficaces, tu risques d'avoir des fuites d'urine à ce moment-là. Si le tuyau devient rigide, l'urètre, le canal urinaire, est rigide parce qu'il y a eu de l'inflammation, que c'est une ménopause qui n'a pas été entretenue. À ce moment-là, les mécanismes pour écraser l'urètre ne seront pas là, puis on ne sera pas capable de retenir notre urine. Même chose si la musculature,
Chez l'homme, c'est inné la musculature du plancher pelvien, pas chez la femme. Ah, OK, c'est intéressant. Chez la femme, parce que le muscle est juste relié au sphincter anal puis au sphincter urinaire, alors que chez l'homme, il est aussi relié à une fonction érectile, le bulbo caverneux. Fait que si un homme ne sait pas comment verrouiller son plancher pelvien, il va avoir de la misère à contrôler des fois la rigidité de son érection. Je comprends. Alors que la femme n'a pas ce besoin-là ou cet équivalent-là. Fait qu'il faut que la femme apprenne comment verrouiller, comment contracter son plancher pelvien. Mais c'est drôle, hein? On parle de plancher pelvien. La fois où on m'a parlé de ça, c'est quand j'ai accouché. Sinon, pour vrai, là, c'est mes enfants ont 12 ans et 9 ans, mais 10 ans, pardon. Mais j'ai pas l'impression d'avoir à entretenir mon plancher pelvien, alors que c'est une erreur que plusieurs femmes font. Est-ce que je me trompe? Pour plus tard, du moins. Exactement. C'est parce qu'on vient au monde, toute la musculature est développée, elle est parfaite, puis là, tout d'un coup, par habitude, on néglige de contracter certaines fibres musculaires, ben, il y a une petite atrophie qui s'installe. On recrute ces fibres-là, on s'en sert beaucoup, il se développe un certain tonus musculaire, puis il y a un renforcissement qui se fait. C'est 9 femmes sur 10 qui ont de la misère à verrouiller le plancher pelvien. Il y en a une sur 10 qui le font très, très, très bien. Mais en ce moment, on a tous envie de le faire. La beauté, c'est que pour vrai, ça se pratique sans que personne. Je pourrais le faire des exercices plancher pelvien en ce moment en vous parlant, puis personne ne s'en rendrait compte, là. Tout à fait. Debout, couché sur le dos, en écoutant la télévision. Moi, je leur suggère à mes messieurs qui Oui. ont une prostatectomie radicale, puis Ouais. qui renforcissent le plancher pelvien, de faire l'exercice à un arrêt stop, à ce qu'il y a une lumière rouge. S'il n'y a pas assez de lumière dans son temps en campagne, je leur dis chaque fois pour traverser en dessous d'un cadre de porte, tu vois, des places pour se rappeler, oh, il faut que je fasse ma contraction. Ah, je fais ma contraction. C'est quoi? C'est quelques minutes par jour à peine? Plusieurs fois par jour? Autant être physiothérapeute, autant il va y avoir des techniques de rééducation périnéale qui peuvent être offertes aux madames. Ce qui est important, c'est de recruter les fibres pendant un certain temps, puis une fois que ces fibres-là sont recrutées, de les maintenir, puis aussi d'avoir une contraction qui est relativement isolée. OK. Ça, c'est le plus difficile chez la femme, d'apprendre à contracter le plancher pelvien sans contracter la musculature abdominale. Parce que là, encore une fois, tu vas mettre une pression sur la vessie en écrasant la vessie avec tes muscles abdominaux, puis ton plancher va essayer de retenir. Comme si tu tires après une poignée de porte, puis tu pousses dans la porte en même temps. Tu ne l'ouvriras pas, la porte. OK, quand même, le parallèle est intéressant, C'est là. la même chose. Et comment on fait pour savoir? Je vais donner un exemple un peu bidon, là, mais si moi, par exemple, je saute sur une trampoline, là, vous allez voir où je m'en viens, mais j'ai pas la même sensation que quand j'avais 20 ans, quand je sautais sur une trampoline. Est-ce que, tout ça pour dire, quand, comme femme, on se dit, oh, je pense que là, je commence peut-être à avoir un problème à ce niveau-là? Sans avoir, tu sais, je veux dire, quand est-ce qu'on va consulter, finalement? Ma question, en gros, c'est ça. Quand est-ce qu'on se dit, oh, là, je pense que j'ai un problème? Dès qu'on a des symptômes, dès que les madames ont des pertes urinaires, puis ils se rendent compte que dans leur entourage, c'est pas tout à fait. Le problème, c'est qu'on a accepté ça. Oui. Le problème, c'est qu'on a contourné le problème. Il se vend plus de serviettes hygiéniques pour de l'incontinence urinaire que pour des menstruations. Pardon? Oui. Hein? Il se vend plus de serviettes hygiéniques Et pour de l'incontinence pourtant, urinaire. je trouve tellement que c'est pas, tu sais, pour une femme, tu dis, oh mon Dieu, je suis rendue là, on dirait que c'est la réflexion qu'on a à dire, alors que ça se règle. Oui, oui. Mais tout là, à c'est fait. ça qu'on veut savoir. Mais faut- Comment ça se règle? Faut qu'ils viennent nous voir. Mais Faut qu'ils donc, soient il faut aller évalués. voir exactement. Mais c'est clairement un urologue qu'on Ah, va consulter pour. Oui, un urologue, mais on peut commencer par un médecin de famille. Il y a Oui. des gynécologues qui vont développer une expertise, mais l'urologie, on est quand même les experts là, de cette En la situation. matière. Puis, c'est une évaluation, c'est un questionnaire, c'est un examen physique pour voir le type d'incontinence. On a parlé tout tantôt de la vessie qui va Oui. trop vite, on a parlé du support qui est trop rigide, on a parlé du support de la vessie qui n'arrive pas à soutenir la vessie. On a abordé un peu la contraction de la musculature du plancher pelvien qui est peut-être pas isolée parfaitement. Fait qu'il faut déterminer c'est quoi le type d'incontinence qu'on a, puis se diriger vers la forme de traitement. Et quel genre de trait? Je comprends qu'il y a plusieurs causes, là, puis qu'il y a différents degrés de problèmes d'incontinence, mais quel genre de soins vous offrez? Est-ce que c'est des injections? Est-ce que là, je sais que c'est pas des crèmes, mais quel genre de. On s'attend à quoi comme femme? Toutes les réponses sont bonnes. Ah, OK, bon, Non, parfait, OK. on sous-estime pas, on a des crèmes, mais on n'a pas juste ça. En fait, dépendant du mécanisme d'incontinence, si j'adresse, mettons, la vessie hyperactive, Oui. ben, c'est sûr que la pierre angulaire du traitement, on peut essayer de modifier les habitudes de vie, éviter les substances qui vont irriter la vessie, des situations qui vont nous exposer, les mets épicés, le café, la théophiline, tu sais, des choses comme ça. Mais on peut faire jusqu'à une certaine partie de ça. Après ça, ben, on tombe dans le traitement médical. Fait là, on a des médicaments qui peuvent ralentir les contractions de vessie pour les rendre moins fortes. OK, On a des médicaments qui peuvent stimuler la vessie à se laisser remplir. OK. Mais ces médicaments ont des effets secondaires, ne sont pas tout le temps bien tolérés, il faut se le rappeler régulièrement qu'il faut les prendre et tout ça. On a aussi des techniques de physiothérapie.
Oh, ça, c'est intéressant. Oui, on a des Donc, en collaboration avec les physiothérapeutes ou c'est les urologues qui appliquent certaines thérapies juste pour être sûr de bien comprendre? Non, on va les référer à des équipes de OK, parfait. physiothérapie pour ça. Puis c'est sûr que nous, on aime ça adresser à des gens qui ont une espèce d'expertise dans la Là-dedans. rééducation périnéale, dans l'incontinence urinaire. Là où je m'en venais avec la physiothérapie, c'est particulier au niveau de la vessie hyperactive où c'est une espèce de TENS, qui est un petit courant électrique qu'on applique au niveau du pied, au niveau de la cheville. Hein? Oui, c'est du TTNS, Transcutaneous Tibial Nerve Stimulation. C'est une technique dérivée de l'acupuncture. OK. On met une petite plaquette là, qui adhère là, à la plante des pieds, au bord de la cheville, on met un petit TENS, on met les contractions là-dessus, les orteils vont nous flacoter pendant une petite demi-heure. Puis chaque fois que l'orteil bouge, ça envoie un signal dans la colonne, ça envoie un signal au cerveau. Puis là, il n'y a pas de science derrière l'explication de ça, mais je vous donne ce qui me plaît à l'esprit. Ouais. Et la région dans la colonne qui va s'épuiser son signal, qui va le transmettre au cerveau, c'est la même région qui parle à la vessie. Ça force une reprogrammation de ça. Et ça peut amener une amélioration des symptômes de vessie hyperactive chez environ 70 des patients. Quand même. Anciennement, les gens devaient venir dans des cliniques se faire les traitements. Aujourd'hui, il y a des cliniques de physiothérapie qui vont vous vendre des petits appareils, qui vont vous montrer comment vous en servir, qui vont s'assurer que le suivi soit bien fait. Puis ça, c'est un volet sur la vessie. Puis le dernier volet sur la vessie hyperactive, c'est le botox. Un botox, on le met à toutes les sauces. On peut en injecter dans la vessie pour calmer des régions de vessie, puis on peut améliorer la symptomatologie de ça. Paul, je sais, ça va faire jaser du botox dans la vessie. Déjà que le botox dans le front, ça fait jaser. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus sur les gens qui le prennent toujours au premier degré? Parce que, non, mais dans le sens où, tu sais, il y a au-delà de tout le côté superficiel de la chose, ça améliore une problématique. Tout à fait. Tout à fait. Le problème, c'est que le botox, c'est pas une solution qui est permanente. C'est ça, une solution exactement. temporaire qu'il faut répéter aux 6 à 9 mois. 30 du botox qui est vendu en ce moment, c'est du cosmétique. Ouais. 70 c'est du thérapeutique. Quand même. Personne n'est au courant du thérapeutique, là, jusqu'à temps que ça t'arrive. Mais oui, tout La à fait. publicité est super bien connue pour le botox cosmétique. Mais c'est la même molécule, c'est les mêmes affaires, c'est juste la quantité qu'on met, l'endroit où on le dépose qui est différent. Puis pourquoi ça demeure encore, j'ai envie de dire, tabou s'il y a 70 qui est thérapeutique, puis que 30 tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui... Non, c'est parce que les gens qui font le marketing en cosmétique font bien Une plus bonne de job. job que ceux qui font le marketing de l'incontinence urinaire. OK. Il y a certains mythes sur l'incontinence pour clore le dossier là-dessus. Je veux le par vrai ou faux, mais de réponse assez rapide. L'incontinence est-elle une fatalité après un certain âge? Bien, c'est pas une fatalité parce que c'est pas une maladie mortelle. Ouais. On s'entend, mais je trouve que chez ceux qui souffrent de l'incontinence urinaire, il va y avoir plus de consommation d'antidépresseurs, de médicaments de benzodiazépines, il va y avoir plus d'incidents parce qu'ils peuvent se lever la nuit à cause de ça. Tu sais, c'est pas une fatalité en soi, mais c'est pas non plus quelque chose qu'on devrait négliger. Donc, il vaut mieux pas attendre trop longtemps. Mais est-ce que ça peut devenir une fatalité dans le sens où, si à un certain âge, on n'a pas pris soin, ben à un moment donné, il n'y a plus rien à faire? Mais tu sais, malheureusement, les grossesses vont étirer le plancher pelvien. Les planchers ne reprennent pas tout à fait leur structure, leur forme qu'il y avait avant. Ça va amener de l'incontinence urinaire chez une bonne proportion des femmes. Les femmes qui vont avoir une hystérectomie, ils vont avoir pas le choix. Les femmes qui vont trop courir, qui ont affaissé le plancher pelvien, vont avoir la même chose. Les femmes qui vont vieillir puis qui n'auront pas entretenu leur muqueuse vaginale vont avoir des problèmes. Puis, Entretenir les muqueuses vaginales, là, on entretient ça comment? c'est parce que vous connaissez la ménopause, hein? Oui, oui. C'est un sujet, hein? Là, je commence à rentrer dedans. Ben, Non, mais on va en parler, oui. Le manque de stimulation hormonale au niveau local peut amener une espèce de transformation un peu plus rigide de l'urètre. Paul, évidemment, il y a plein de soins que vous offrez aux cliniques Marois, mais quelle autre raison les femmes consultent autre que les problèmes urinaires? Un des gros volets qu'on offre dans la clinique Marois, si on veut, c'est le remplacement hormonal. OK, c'est-à-dire? Le remplacement hormonal systémique, mais qu'on va adresser avec des implants sous-cutanés. C'est la même molécule, c'est la même estrogène, c'est les mêmes testostérone qu'on peut donner à la femme, sauf qu'on le met dans une petite poudre qu'on va comprimer. Et je vous ai amené le petit bidule. OK. Pour ceux qui nous écoutent en audio, là, on a vraiment, vous irez voir sur YouTube, là, mais l'extrait, donc c'est vraiment C'est vraiment un petit bidule que moi j'appelle ça là, un tunnelisateur. Hein? OK. C'est une petite tige assez pointue. Ouais. Une fois que j'ai fait une incision dans la peau, je suis capable de glisser ma tige sous la peau.
j'ai une ouverture qui est créée à l'intérieur, je peux déposer mon implant et j'ai un petit pousseux pour aller le pousser. Mais, tu sais, sincèrement, moi, j'entends implant puis ça me fait peur, là. J'ai l'impression qu'on me met une puce à l'intérieur. Je veux que tu m'expliques concrètement ce que c'est. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des dangers à ça? Parce que quand on se fait injecter quelque chose à l'intérieur, mais je comprends que c'est la même, tu sais, tu le dis, c'est la même molécule, c'est la même chose que ce qu'on pourrait prendre en pilule, par exemple? Malheureusement, non. OK, Parce que le problème avec les hormones, c'est souvent c'est la voie d'absorption. OK, Le fait qu'on le prenne par la bouche, il y a une dérivation de ce que tu as absorbé vers le foie. Il y a une transformation de ces molécules-là dans le foie. Puis c'est là où les métabolites qui sont produits par le foie peuvent être toxiques ou peuvent donner des changements qui ne nous intéressent pas. OK. Si on bypasse le foie, Oui, soit par la peau, oui, soit en dessous de la peau, oui. soit un suppositoire, et ben là, on vient de rentrer dans un volet intéressant, puis on n'a pas la même transformation hormonale. OK. Fait que c'est ce qu'on offre avec les implants. C'est une petite poudre qu'on va déposer sous la peau. On C'est dépose où? en dessous de la peau, dans Dans le bras? le gras. Nous, on le met juste dans le haut de la fesse. OK, en haut de la fesse. C'est la région où on trouve que l'absorption est le mieux, le confort est là, que ça se gère mieux aussi. Et qu'est-ce que ça fait concrètement chez la femme? Ça, c'est la femme en ménopause avec une panoplie de symptômes qui veut diminuer ces symptômes-là. Exactement. Concrètement, là. En fait, OK. moi, c'est dès qu'une femme a l'indication d'une hormonothérapie systémique, elle Ouais. est tannée de ses bouffées de chaleur, ses vasomotrices, tannée de l'état de ses cheveux qui se désagrègent, ses ongles, sa peau, sa muqueuse vaginale qui lubrifie moins. Ça, on va y aller vers l'estrogène. Là, maintenant, j'ai l'éléphant rose dans la pièce. OK. L'éléphant rose, c'est la Qui est? testostérone. Ouais. On s'imagine que parce que la femme n'a pas de testicules, qu'elle n'a pas besoin de Je suis testostérone. tellement d'accord. On dirait que c'est Alors que l'image qu'on c'est a. faux. OK. Non, les ovaires produisent le testostérone, mais instantanément, elle est convertie en estrogène. OK. Mais les surrénales Ouais. faire un office de production de testostérone, mais à l'âge de 35 ans, 2 bébés, les surrénales commencent à se contracter un peu, puis ils perdent cette capacité-là. OK. Il y a 20 des femmes que toutes les hormones précurseurs que les surrénales vont faire, c'est suffisant pour stimuler les récepteurs androgéniques. Les récepteurs androgéniques, c'est là où la testostérone va agir pour te sentir bien. Ouais. Alors que chez les autres 80 ils vont en manquer. Qu'est-ce que ça fait, la testostérone? Oui. Chez la femme, moi, je les sépare en 3 sphères. OK. Au niveau de la sphère cognitive, tout Ouais. ce qui est mémoire, concentration, brain fog. Le La brouillard mental qu'on appelle. Exactement. OK. La testostérone renverse ça, là, ça en est spectaculaire. Au niveau de la force musculaire, la récupération pour faire du sport, les douleurs articulaires, c'est encore une autre chose qui est spectaculaire. Tu sais, on fait un petit peu de sport, on a 20 ans, on est raide le lendemain matin, ça passe vite, c'est correct. Mais à 40 ans, 50 ans, on vient raide, ça dure 2-3 jours, on n'a pas de plaisir, là. Et ça, c'est un manque de testostérone. Exactement. Puis on a les mêmes symptômes chez l'homme. Sauf que les hommes, c'est plus reconnu, plus c'est plus reconnu. accepté. Et le troisième volet est quand même le volet sexuel chez la femme. Mhm. La testostérone va amener la libido, le désir, l'appétit sexuel. Si on OK. Je dis pas qu'ils ils vont se transformer en bête de sexe puis que, tu sais, ils vont se frotter à pas tout ce qui bouge. Mais ils vont être un peu plus entreprenantes. OK. Puis, ils vont retirer un meilleur plaisir puis une satisfaction quand ils vont le faire. Donc, donc, vous l'avez dit, là, c'est une poudre qu'on injecte dans la peau. Est-ce que c'est une pratique courante ou c'est assez récent comme pratique? C'est récent dans le sens que toutes les testostérones sur le marché à l'heure actuelle sont Ouais. pour hommes. Ouais. Puis c'est des testostérones à absorption rapide. Ouais. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais chez l'homme, c'est par pulsation que la testostérone est produite. C'est 6 à 8 pulsations par jour, 6 mineures, 2 majeures. La femme, elle, c'est un flot continu, bien tranquille, c'était des égal. OK. C'est ça qu'il faut imiter. Puis toutes les testostérones sur le marché vont plutôt imiter les pics que les hommes ont besoin. Ils vont avoir des absorptions rapides, des absorptions prononcées. Et là, on va s'embarquer dans des effets secondaires qu'on ne veut pas avoir, la testostérone. C'est-à-dire? Peut-être un petit peu de pilosité. Il y a peut-être un petit poil ou deux sur le menton ou en moustache. On veut pas tant, là. Déjà Non, qu'on a assez de symptômes de même, là. Je sais pas, là. J'ajouterais pas le poil en plus, là. Le dosage est un dixième, un quinzième de ce que je donne à un homme, qui est les dosages physiologiques de la femme qu'elle aurait dans sa vingtaine, si on veut. Ça dure combien de temps? Nous, les implants, à cause qu'ils sont tout petits, Ouais. il y a une dissolution par l'activité physique, Ouais. c'est entre 3 et 4 mois habituellement. OK. Plus une femme est active, plus ses capillaires vont laver l'implant rapidement. Moins une femme est active, plus l'implant va durer plus longtemps. C'est pour ça qu'on peut... Moi, je dis qu'en bas de 50 ans, les femmes ont de la misère, ils font leurs 3 mois. En haut de 60, ils font leurs 4. Mais on poursuit en haut de 60 ans, une fois que la ménopause est arrivée et tout, c'est le type de capsule qu'on pourrait... C'est de la drogue de triche. Tant aussi longtemps que les femmes veulent avoir plus d'énergie, plus de pep, meilleure mémoire, meilleure concentration, plus de force musculaire, plus d'endurance, puis plus d'appétit sexuel, ils continuent de jouer. La journée qu'ils sont tannés de jouer, ils lâchent l'hormone, puis ils vont vieillir comme les autres normalement. Est-ce que c'est une solution magique? Presque.
70% des femmes, quand on leur a fait ça, on a vraiment répondu à leurs attentes. Il y a 30% que c'est peut-être pas aussi spectaculaire que qu'est-ce qu'on... C'est du cas par cas, évidemment, Exactement. comme dans n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Comme dans tout, évidemment, mais est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent hey, ça a l'air magique, j'aimerais l'essayer? Ben, Est-ce qu'il y a des gens qui disent tu peux pas, là? Tout ce qui est tout ce qui est des contradictions à l'hormonothérapie de remplacement chez la femme de façon systémique se maintient. OK. Et ça, c'est sûr et certain que la femme qui a un cancer du sein, cancer de l'endomètre, cancer de l'utérus, c'est les ovaires, c'est plus touché de jouer dans les valeurs hormonales. Mais quand il y a un facteur temps, on est rendu à 5-6 ans post-événement, bien là, les contre-indications deviennent plus relatives. Mais c'est du cas par cas. Évidemment, vous faites un bilan avant même quand on va vous voir en consultation, il y a quand même un bilan qui est fait. Là. Vous ne pouvez pas injecter. Ben, c'est ça, exactement. Non, on n'a pas le choix. Là. L'évaluation des symptômes, il y a une confirmation biochimique, il y a un suivi biochimique également, il y a un suivi aussi des symptômes bénéfiques puis des symptômes secondaires qu'on ne veut pas avoir. Puis on s'ajuste. Il ne faut pas se le cacher. Je veux dire, le seul défaut avec mes implants, c'est quand je donne l'estrogène, il faut que je vais stimuler l'endomètre. L'endomètre, il va repousser. Là. Fait que s'il pousse puis je le laisse pousser, ben, on va avoir des saignements. On ne veut pas ça. Fait qu'on va introduire les progestatifs. Fait que la progestérone est tellement une grosse molécule, je ne peux pas la donner en implant. Fait qu'ils sont pris à prendre la pilule de progestérone tous les jours avant de se coucher. Puis, ça, c'est pas mal, en gros, la recette qui nous amène. Il y a quand même quelque chose de fascinant là-dedans, dans tous ces sujets. Mais ce que je retiens, du moins, de ce balado-là, c'est qu'il y a plusieurs options pour améliorer la santé féminine. Puis, je termine souvent les balados de cette façon-là, mais surtout avec des sujets qui sont peut-être plus méconnus ou du moins plus controversés. Qu'est-ce que Paul, l'urologue, médecin de profession, a envie de dire à la femme qui hésite ou qui se dit « Ouf, il me semble qu'on va un peu loin là, dans ce qu'on fait maintenant ou qu'il y a une certaine crainte. » Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Outre d'aller voir et consulter dans la mesure pour prendre toute l'information, mais... Où est-ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On part de ce principe-là. Je veux dire, la plupart aussitôt que les femmes ou les hommes sont capables de passer par-dessus les choses qui vont les freiner, écoutez, il faut juste voir la raison pour laquelle on s'empêche de vivre. On s'empêche-tu d'avoir des sorties ou d'avoir ça parce que j'ai repassé de toilette proche de moi, j'ose pas avoir un rapprochement parce que de telle façon, je vais avoir des pertes d'urine. Faut pas se laisser contourner par ces problèmes-là. Il faut y faire face. Ça se règle. Il y a des solutions. Des fois, des solutions qui sont faciles, qui sont magiques. Des fois, non, c'est décevant. Anciennement, on avait juste la chirurgie qu'on pouvait offrir. On était limité dans les chirurgies. C'était bon pour les manques de support de l'urètre. On avait des pilules avec plein d'effets secondaires. Là, aujourd'hui, on est ailleurs. La science avance aussi. La technologie est là pour ça, pour aider. J'ai même pas parlé des agents de comblement qu'on a parce que, en esthétique, on en met du comblement dans le visage un peu partout. Ben nous, on peut en mettre autour de l'urètre pour raffermir un peu l'urètre, le refermer un peu. Il y a des fois, les urètres sont trop ouverts. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses, possibilités, mais l'idéal, c'est d'aller vous voir à la clinique Marois pour avoir toute l'information. On va mettre d'ailleurs l'information. Docteur Paul Ouellette, merci beaucoup. Merci. C'est fort fascinant tout ce qu'on peut apprendre sur la santé sexuelle des hommes et des femmes aussi. Vous avez des questions, je vais mettre toutes les informations, puis j'espère que ça vous a éclairé. Et mesdames, il faut enlever la gêne qu'on a d'aller parler de nos problèmes. Merci beaucoup. Merci, Paul. Ça fait plaisir.